Alors, bonsoir à toutes et tous. Je me présente Sandra Jeanneret, directrice des soins du RHNE. Je vous souhaite une cordiale bienvenue et je souhaite une très très cordiale bienvenue aux quelques personnes qui ont réussi à braver la tempête et la neige pour être présentes aujourd'hui et une cordiale bienvenue à toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux pour cette nouvelle conférence des jeudis du RHNE. Le thème qui nous intéresse aujourd'hui s'inscrit particulièrement dans l'actualité, puisqu'actuellement c'est la semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antibiotiques. Ces médicaments apparus dans les années 40 qui ont révolutionné la médecine et permis d'éviter bon nombre de décès causés par des bactéries. On estime qu'avant l'arrivée des antibiotiques, les infections représentaient 30% des décès. Aujourd'hui, l'efficacité de ces traitements est mise à mal par leur surutilisation. On voit donc apparaître des bactéries multirésistantes susceptibles de causer la mort de millions de personnes d'ici 2050. En 2019, selon une étude du magazine The Lancet, 1 million de personnes seraient décédées dans le monde d'une infection à une bactérie résistante aux antibiotiques. Et on voit ces derniers temps émerger des initiatives pour sensibiliser les plus jeunes, comme des bandes dessinées. Pour ce soir, il s'agit d'informer les adultes. Alors, quels sont les risques liés à ces bactéries ? Quelles sont les bonnes pratiques pour en éviter la survenue? Quelles sont les mesures prises à RHNE pour éviter leur propagation? Les intervenants et intervenantes de ce soir répondront à toutes ces questions. Donc, vous aurez donc le plaisir d'entendre la docteuresse Andrea Künzli, médecin-chef adjointe au sein du service d'infectiologie de RHNE, la doctoresse Ilona Kronik, médecin-chef adjointe au service d'infectiologie de RHNE, et Monsieur Pierre Van der Avero, infirmier responsable de l'unité de prévention et contrôle de l'infection. Au terme de leur présentation, il y aura, comme d'habitude, une partie réservée aux questions-réponses, puis un apéritif pour prolonger les échanges, et je pense que nous aurons suffisamment. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne conférence, une bonne soirée et, avec la neige, une belle période de l'Avent. Bonsoir à toutes. Il n'y a que des dames ici. Je me réjouis beaucoup de votre présence. Merci d'être venus nous écouter sur un sujet qui est vraiment important, qui est peut-être pas aussi connu, mais effectivement, on est dans la semaine de la sensibilisation aux antibiotiques au niveau mondial. C'est une action qui est menée dans des pays divers. Alors, le plan de notre présentation, comme vous avez entendu, on est trois pour intervenir. Donc, on va déjà discuter les bases, les définitions, les mécanismes un peu de survenue de résistance, l'épidémiologie, ça veut dire la description des fréquences. Après, ma collègue, elle va vous expliquer quelles sont les mesures de lutte contre l'antibiorésistance au niveau systémique plutôt. Et après encore, Monsieur Van der Avero vous parlera des mesures qu'on prend à l'hôpital pour éviter la propagation de ces germes. Et comme mentionné, posez-nous des questions à la fin. Alors, quel est l'impact de l'antibiorésistance? On vient d'entendre quelques chiffres déjà. L'antibiorésistance est vraiment un problème majeur de la santé publique. À un point où aussi l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, on en a fait une priorité par plusieurs actions. Ils ont par exemple aussi établi une liste des pathogènes qui sont particulièrement à risque parce que soit ils sont très fréquents ou parce qu'ils sont très agressifs. On trouve sur cette liste, parmi autres, un acétylobactère. Ça, c'est par exemple une bactérie qu'on trouve chez les gens qui sont longtemps hospitalisés, classiquement aux soins intensifs, vraiment très malades, ils reçoivent d'antibiotiques pour autre chose. Et à la fin, ils font une complication sous une forme d'une infection par ce germe-là. Ou des enterobactérales, ça veut dire c'est des bactéries qu'on a dans nos intestins qui peuvent faire, par exemple, les infections urinaires, qui sont résistants à des antibiotiques qu'on utilise classiquement. Il y a aussi le Mycobacterium tuberculosis en bas à gauche sur ces pages. Donc la tuberculose qui est difficile à traiter, ça pose un grand problème et ça cause des décès au niveau mondial encore de nos jours. Il y a d'autres bactéries que vous connaissez peut-être, les maladies, la salmonellose ou le pseudomonas. C'est une bactérie qui cause fréquemment des infections liées à l'hôpital. Ou le MRSA, le staphylocoque doré, qui est résistant à la méticilline, donc aux pénicillines. Ceci juste quelques exemples de cette liste-là.
Comme on a dit, il y a 50 années en arrière, on estimait qu'il y a plus d'1 million de morts au niveau mondial à cause des infections par une bactérie multirésistante. Et le futur est pas si rose que ça parce qu'on s'attend avec la multiplication de ces germes que le chiffre des décès va augmenter à peu près 10 fois, avec 10 millions de morts estimés en 2050. Est-ce qu'on peut craindre que ces infections redeviennent alors comme à nouveau la première cause de mortalité? Donc on peut se retrouver comme avant la découverte des antibiotiques dans une ère post-antibiotique. Ceci est illustré par ce graphe-là. Vous avez en vert vers le haut, au milieu, où c'est marqué AMR. Donc ça, c'est les décès des antibiotiques, comme on vient de dire, 1,2 million à peu près estimés en ce moment. Ça équivaut à peu près au chiffre des gens qui décèdent chaque année sur les routes au niveau mondial, hein, ou à peu près aussi des enfants qui décèdent des diarrhées. Mais comme on a dit, dans 25 ans, ce chiffre va augmenter et vous avez marqué ça en rouge avec un estimé justement de ces 10 millions, ce qui équivaut à peu près aux morts qu'on a en ce moment par des cancers au niveau mondial. Quelques définitions, juste pour être sûr qu'on parle de la même chose. Déjà, d'où vient le mot antibiotique? Il a des racines grecques. Anti, ça veut dire contre. Bios, la vie. Donc, c'est des médicaments contre la vie. C'est pas très, très bien choisi, je trouve, le terme. C'est des médicaments qui tuent des bactéries ou qui freinent leur croissance. Qu'est-ce que c'est une résistance? Ça veut dire c'est la capacité d'une bactérie d'échapper à l'action de l'antibiotique. Donc, le médicament va ainsi perdre l'efficacité. Et on parle de multirésistance quand une bactérie a acquis plusieurs résistances contre plusieurs groupes d'antibiotiques auxquels normalement ce germe devrait être sensible. L'importance des antibiotiques déjà pour comprendre les enjeux. Il y a un siècle en arrière, on estimait que la deuxième cause de mortalité était la tuberculose. La quatrième cause, les pneumonies. Donc un décès sur 3, c'était en lien avec une infection bactérienne. En médecine moderne, les antibiotiques sont vraiment essentiels pour plusieurs situations. Bien sûr, pour soigner des infections bactériennes en premier lieu, mais aussi en prévention. Il faut savoir que pour de nombreuses opérations, par exemple, avant que le chirurgien fasse l'incision, il y a l'anesthésiste qui donne une dose d'antibiotiques pour prévenir que le site opératoire va s'infecter. Ceci est particulièrement important, par exemple, si on pose une prothèse de hanche ou si on pose un pacemaker, par exemple. Il y a des gens qui sont fragilisés par les médicaments qu'on leur donne, hein, pensons à la chimiothérapie, aux immunothérapies pour des maladies auto-immunes par exemple. Et là, on doit protéger les patients contre les infections en donnant des antibiotiques en prévention. En somme, on estime qu'à peu près une patiente sur 2 qui sont hospitalisés vont recevoir un antibiotique pendant leur hospitalisation, et parfois même plusieurs. Donc c'est vraiment un pilier très très important dans la médecine moderne. Maintenant, comment fonctionnent les antibiotiques? Ici, vous avez un schéma d'une bactérie. Donc, elle a besoin de plusieurs éléments pour pouvoir vivre, bien fonctionner. Par exemple, elle a besoin d'une bonne paroi qui la protège contre l'extérieur avec plusieurs souches comme ça, la membrane à l'intérieur. Elle a besoin des enzymes pour fabriquer ses protéines. Elle a besoin comme nous, des vitamines. Elle a besoin aussi de répliquer son génome, son ADN. Donc, il a plein de fonctions où les antibiotiques peuvent agir. Là, vous avez marqué ça en vert. Hein. On peut bloquer, par exemple, l'acide folique. On peut détruire la membrane cytoplasmique avec les antibiotiques, inhiber la synthèse de l'ADN ou la synthèse des protéines ou encore de la paroi. J'ai détaillé ça un peu sur ce slide ici. Vous avez ici aussi les classes des antibiotiques. Vous verrez à quel endroit ces médicaments interviennent. Je trouve ce slide intéressant aussi parce que si on regarde, il y a aussi la mention que il n'y a pas toutes les bactéries qui sont les mêmes. Hein. En haut, vous avez marqué Gram+, ça veut dire c'est des bactéries qui ont une paroi qui est construite d'une autre façon que les Gram négatifs en bas. Ça nous explique aussi qu'il n'y a pas tout antibiotique qui va agir sur toute bactérie. C'est très sélectif. Hein. Certaines antibiotiques qui ont un spectre très large, qui couvrent beaucoup de bactéries, mais jamais toutes. Et il y a d'autres antibiotiques qui sont plus ciblés, qui vont tuer juste un certain groupe de bactéries.
Mais vous voyez quand même que nous, on a beaucoup de cibles, hein, on peut attaquer la bactérie. Mais il y a aussi la bactérie qui a beaucoup de stratégies. Comment est-ce que les bactéries luttent contre les antibiotiques? Et là, je vous ai mis en rouge, côté des bactéries, comment elles se défendent. Donc, les bactéries peuvent, par exemple, couper en deux l'antibiotique, donc il est plus utile. Ils peuvent modifier la cible, donc c'est comme un modèle clé et serrure. Si la cible est plus conforme à l'antibiotique, eh bien, elle ne peut pas s'attacher à ce cible-là et de cette manière pas fonctionner non plus. Après, il y a aussi des porines, ça veut dire ces petits trous dans la paroi que la bactérie peut fermer, ou encore l'inverse, si l'antibiotique est déjà dans la cellule, il y a certaines bactéries qui ont des pompes à efflux pour mettre l'antibiotique dehors à nouveau. Donc les bactéries savent bien se défendre quand même. Maintenant, comment ça marche? Comment est-ce que les résistances surviennent-elles? Vous avez ici à gauche une personne qui a plein de bactéries en elle. D'ailleurs, on estime que l'ensemble des bactéries qu'on appelle aussi microbiote, ça fait entre 1 à 2 kilos par personne. Donc c'est quand même une grande quantité et aussi une grande diversité normalement. Quand on a un microbiote, ça, c'est très divers. Donc là, c'est schématiquement mentionné comme ça qu'il y a des bactéries normales en gris et là, une bactérie déjà en rouge chez la personne qui est en bonne santé. Maintenant, la personne étant malade, elle a besoin des antibiotiques. Numéro 1, elle prend un antibiotique et ça va avoir une action, bien sûr, sur les bactéries qui la rendent malade, heureusement, mais aussi un peu sur les autres bactéries qui sont là, qui ont même des bénéfices aussi pour le patient. Bien sûr, ça tue les bactéries grises qui sont sensibles à cet antibiotique-là et ça donne un avantage à la bactérie rouge parce qu'elle a plus de place, elle a plus de nutriments, donc elle va se multiplier. Vous voyez, au cours de la prise des antibiotiques, ça perturbe. Et après, à la fin, on a plus de bactéries rouges que des grises. Il y a encore autre chose, il y a encore une bactérie orange qui est apparue. Parce que justement, en donnant des antibiotiques, on met ce qu'on appelle une pression de sélection. Et ça peut faire aussi des mutations chez les bactéries, donc qui savent se défendre. Et quand les autres bactéries qui sont sensibles aux antibiotiques sont tuées, eh bien, c'est les autres qui survivent, qui sont après plus difficiles à traiter. Donc ça, c'est ce qui se passe chez quelqu'un qui prend des antibiotiques, à savoir qu'après, ces bactéries peuvent se propager. Et comment ça se passe? On va regarder ça tout à l'heure. Juste encore un mot. Il y a plein de classes des antibiotiques et toujours, maintenant un peu moins qu'en des années 70-60 peut-être, mais il y a toujours quelques nouveaux antibiotiques qui arrivent, trop peu malheureusement, mais ça, la pharma fait malheureusement peu d'efforts parce que c'est pas quelque chose qui est intéressant au niveau économique. Ça coûte beaucoup pour développer un nouveau médicament et on va tenter de pas utiliser un nouveau antibiotique parce qu'on va garder en réserve en dernière ligne. Mais vous voyez déjà, les barres qui sont en gras, ça montre le temps qu'on a utilisé un nouveau antibiotique sans qu'il ait des résistances relevantes qui apparaissent. Et vous voyez que très rapidement, pour la pénicilline qu'on a commencé à utiliser dans les années 40, eh bien 2-3 ans après la commercialisation, si on peut dire comme ça, on a déjà des résistances majeures. Et ça, c'est le cas pour tous les antibiotiques. Hein. La barre épaisse, elle devient rapidement fine pour indiquer justement qu'il a des antibiotiques qui sont des germes qui sont devenus résistants à ces antibiotiques-là. Donc ça pose un grand problème. Donc on ne peut pas juste inventer des nouveaux antibiotiques et le problème est réglé. Au contraire, les bactéries, elles évoluent très vite et deviennent résistantes même contre les nouveaux antibiotiques. Alors maintenant, comment ces résistances se propagent-elles? C'est un système assez complexe. Et ma collègue va vous expliquer aussi qu'est-ce qu'on fait en face de cette situation. Mais vous voyez, il y a plein de flèches rouges. Donc, bien sûr, à l'hôpital, on peut, comme on a vu avec la pression de sélection par des antibiotiques, on peut acquérir des germes multirésistantes. Après, on a une famille, on a peut-être des animaux autour de nous. Ça veut dire ça se passe par contact direct ou aussi par l'alimentation. On sait que les antibiotiques sont aussi surutilisés dans la production, par exemple, de la viande. Donc la viande peut être contaminée et si on ne fait pas attention d'avoir bien lavé nos ustensiles de cuisine et on a d'abord coupé le poulet encore cru et après sur la même planche on coupe notre salade, eh bien on peut contaminer les aliments et de ce fait-là on va se coloniser. En mangeant des aliments contaminés, on se colonise avec des bactéries qui sont multirésistantes. Et après les déchets, soit animaliers ou les nôtres, ça atterrit dans l'eau usée
Et il faut savoir aussi que les STEP, les stations d'épuration d'eau, même en Suisse, pas encore toutes équipées pour enlever ces antibiotiques. C'est considéré comme micropolluant. Donc, ainsi, les antibiotiques arrivent dans les eaux. Et là, c'est un bouillon où ça peut proliférer. Donc, on trouve les restes des antibiotiques et des germes multirésistants dans les aliments, les sols, les eaux. Un point à pas sous-estimer non plus, c'est les voyages. La personne au numéro 4 qui est dans l'avion, elle ne voyage pas tout seul. Elle voyage avec ses bactéries qu'elle va amener ailleurs. Donc le classique, c'est par exemple, on sait que quand on a passé un week-end prolongé en Inde, il suffit de plusieurs jours, juste être sur place, même pas malade. Comme on vient de dire, avec l'alimentation, on va se coloniser avec des nouvelles bactéries. Et comme ça, on ramène des bactéries multirésistantes. Et ce risque est vraiment substantiel. Et ces bactéries vont rester avec nous plusieurs mois. On estime que la moitié des gens qui étaient colonisés avec une bactérie multirésistante vont garder ces bactéries encore pendant 12 mois minimum. Ça, c'est à peu près la moyenne. Donc, c'est quelque chose qui va perdurer. J'ai trouvé une étude où ils ont regardé justement les eaux des fleuves et des rivières au niveau mondial. Et là, vous voyez beaucoup de rouge foncé. Quand c'est vraiment rouge foncé, ça veut dire qu'il a un quart jusqu'à la moitié des eaux qui sont contaminées avec justement ces antibiotiques au niveau mondial. Je pense qu'il y a 2 pays qui nous sautent un peu à l'œil pour ça, c'est l'Inde et la Chine. Et c'est pas par hasard non plus, parce que ça, c'est des pays qui fabriquent beaucoup de médicaments, entre autres ces antibiotiques, qui ont une législation et des pratiques qui sont pas très strictes, on va dire, et qui larguent justement des substances dans les rivières, en même temps qu'on a les eaux usées des villes, et ça fait un joli mélange. Et c'est comme ça qu'il y a les bactéries multirésistantes qui polluent. Si on regarde un peu les chiffres, maintenant on revient en Suisse, chez l'être humain. Donc là, vous avez l'évolution depuis 2005. Vous voyez qu'il y a des évolutions rassurantes. Par exemple, pour le MRSA, pour commencer avec le côté positif, c'est lui qui est en jaune. C'est la bactérie qu'on a sur nous. On a un tiers de cas, à peu près, on est colonisé avec ces bactéries qui étaient résistantes à la méticilline dans 10% des cas. Il y a encore 20 ans en arrière. Maintenant, on est plutôt vers les 3%. Ça, c'est plutôt rassurant. Après, il y a des autres bactéries qui posent plus de problèmes, qu'on appelle nous les grammes négatifs. C'est des bactéries qui classiquement habitent dans les intestins, qui font par exemple des infections urinaires, comme l'Escherichia coli, c'est la bactérie la plus fréquente en cause des infections urinaires. Et vous regardez si, par exemple, la courbe en orange, là, on a des résistantes au fluoroquinolone. Ça, c'est le traitement classique qu'on utilise pour les infections urinaires hautes. Donc, ça veut dire des pyelonéphrites, si on veut traiter quelqu'un par la bouche. Et il y a 20 ans en arrière, c'était 10% de résistance. Maintenant, ça a doublé jusqu'à 20%. Les céphalosporines, ça, c'est la courbe en violet. C'est le traitement qu'on utilise classiquement chez les gens qui sont hospitalisés. Donc, 20 ans en arrière, on était avec un taux de 3%. Et maintenant, on est plutôt vers les 12-13%. Donc, vous voyez qu'en général, malheureusement, les résistances augmentent en fréquence. En vert, il a encore le vancomycine. Pardon, c'était en anglais. Vancomycin resistant enterococcus. Le enterocoque résistant à la vancomycine, c'est une bactérie qui peut faire des flambées de cas. On a eu plusieurs épisodes en Suisse entière, de temps en temps, ça nous tombe là-dessus. Comme on a dit, ça ne concerne pas seulement les humains, mais aussi les animaux. Par exemple, les animaux d'élevage en Suisse. Là également, on voit que, par exemple, parmi les poulets, chez le poulet, ça a bien diminué. La chronique va vous expliquer pourquoi, tandis que chez les veaux, c'est sensible. La résistance reste à peu près la même. Là, on parle de nouveau de cette bactérie Escherichia coli, qui est maintenant, il regarde juste des souches qui étaient vraiment très résistantes. Pas comme avant, où il y avait des résistances contre les antibiotiques qu'on utilise habituellement, mais là, c'est vraiment déjà les antibiotiques de réserve qui sont entamés. Et j'aimerais encore vous rendre attentif sur un fait intéressant entre la différence du poulet suisse. Vous voyez ça à droite, la courbe en violet, où c'était bien fréquente, on va dire, dans 10 ans en arrière. 60% des poulets qu'on a achetés ici en Suisse, d'origine suisse, étaient contaminés par cette E. coli, justement multirésistante. Maintenant, on a pu baisser ces chiffres grâce à des efforts qui sont à continuer à 10%. Et regardez juste la courbe en dessus, en vert. Ça, c'est du poulet non suisse. Donc là, le taux a baissé un peu, mais reste quand même à plus de 60%. Donc si vous achetez du poulet qui est produit au Brésil,
eh bien, on ne peut pas attendre que ça ait la même qualité en Suisse, parce que ça, c'est le problème, que les antibiotiques sont mal utilisés pour favoriser la croissance chez les animaux d'élevage. Donc ça, c'est vraiment un gros souci. Et après, justement, on a de la viande qui est contaminée par ces bactéries multirésistantes. Nous, on mange ça, on se colonise avec ces bactéries, et ainsi de suite, le cercle continue. Justement, pour avoir un peu un regard sur le monde, là, je vous ai mis toujours sur la même bactérie, l'Escherichia coli, des souches qui étaient résistantes à céphalosporine de 3e génération. Donc ça, c'est à nouveau le traitement qu'on utilise de façon standard chez une patiente, par exemple, qui est hospitalisée pour une pyélonéphrite, donc une infection des reins. Vous voyez qu'il y a des différences entre les pays. Les pays nordiques sont vraiment des bons élèves. Ils sont connus pour avoir moins de résistance parce qu'ils sont beaucoup plus stricts avec l'utilisation des antibiotiques. Et de façon pas trop étonnante, on trouve de nouveau l'Inde qui est en rouge. Parce que justement, c'est des pays, par exemple, où ils n'ont pas on n'a pas besoin d'ordonnance pour aller chercher les antibiotiques. Les gens utilisent ça. J'ai déjà entendu des choses, oui, c'est un antidouleur. Ils savent vraiment pas ce que c'est par moment. Et ça pose un grand souci. Quelles sont les conséquences justement de cette antibiorésistance? Donc déjà pour le patient, quand on a en face de nous un patient qui présente un tableau clinique qu'on a identifié, on va donner le traitement standard. Et bien sûr, si la bactérie qui est en cause ne répond pas à ce traitement, on aurait un retard de la prise en charge par un médicament qui est efficace. Ça veut dire que le patient a un risque de complication de l'infection. Il peut faire un choc septique, il peut faire une bactérémie, des abcès, des foyers secondaires, etc. Après, si on a identifié le problème et on est amené d'utiliser des antibiotiques de réserve, il faut savoir que le choix de traitement est limité. Dans les pires cas, on n'a aucun. En Suisse encore, ça arrive très 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 rarement qu'on n'a aucun choix, mais on est limité. Il faut savoir que les antibiotiques de 2e, 3e ligne sont parfois plus toxiques, moins bien tolérés. Et de nouveau, ça fait une pression de sélection, comme on a entendu, parce que ça tue encore plus de bactéries autres, donc ça renforce encore les bactéries qui sont résistantes à ce traitement. Et je pense une chose à pas sous-estimer non plus, c'est les mesures d'isolement physique, parce qu'on va mettre le patient en isolement. Monsieur Van der Haver va vous expliquer ça. Ça a aussi un effet sur le plan psychique, parce que d'être enfermé, parce qu'on a ces bactéries dangereuses, ça pèse aussi, ça il ne faut pas sous-estimer. Et après, pour le système de santé, bien sûr, ces mesures d'isolement pour éviter la propagation, ça a des coûts. Par exemple, on doit bloquer un lit parce que le patient a besoin de chambre seule. Le nettoyage des chambres doit être plus approfondi, ou des équipements aussi. Ça peut être plus laborieux, donc ça nécessite plus de ressources, plus de temps. Et tout ça fait que ça a créé des coûts supplémentaires, en plus aussi des médicaments qui sont beaucoup plus chers que les traitements standards. Donc tout ça, c'est un peu un cercle vicieux, comme on a vu avec l'utilisation des antibiotiques qui met la pression de sélection, qui nécessitait des antibiotiques à plus large spectre parce qu'on est en face des bactéries multirésistantes, et l'antibiotique de réserve qui tue encore plus les bactéries utiles, qui favorise encore plus les bactéries multirésistantes. Juste pour vous donner un exemple clinique, donc si on regarde maintenant une autre bactérie qui s'appelle Klebsiella pneumoniae, normalement, si on fait des tests au laboratoire pour voir quel antibiotique marche pour ces bactéries, avec quel antibiotique on peut la traiter, vous voyez, c'est tout en vert. Il est toujours résistant à l'ampicilline, donc, mais tout en vert, ça veut dire qu'on a un bon choix, on a un choix de traiter le patient avec des traitements standards qui sont bien tolérés. Maintenant, j'ai le patient en question, l'antibiogramme, comme on appelle ça, le test de résistance est revenu comme ça, vous voyez plein de rouge. Donc ça veut dire qu'il n'a pas seulement le traitement de 1e, 2e, mais aussi 3e ligne qui sont devenus résistants, on ne peut pas les utiliser. Vous voyez encore quelques lignes en vert. Mais maintenant, imaginons, c'est pas si facile parce que, par exemple, le céphalosporin, c'est un antibiotique plutôt récent qu'on n'a même pas à disposition ici. Donc, ça veut dire, si je veux prescrire ça, c'est le pharmacien qui doit faire des coups de fil pour chercher le médicament au niveau national quelque part. Admettons, il s'agit d'une infection où la personne fait de la fièvre, donc c'est pas seulement une cystite, mais de nouveau, on parle d'une pyélonéphrite. Eh bien, je ne peux pas utiliser la fosfomycine ni la nitrofurantoïne parce que ça, c'est juste des traitements qui sont suffisants pour les cystites, mais qui ne vont pas pénétrer dans les reins. Donc, la tigecycline, on utilise peu. La colistine, ça, c'est très toxique pour les reins.
Donc, vous voyez, on peut avoir des vrais soucis pour traiter des bactéries aussi résistantes que ça. Maintenant, c'était peut-être un peu pessimiste, mais j'aime bien inviter ma collègue Ilona Krönig de vous expliquer qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre cette antibiorésistance. Merci Andrea. Alors, en effet, je vais vous parler de la lutte contre l'antibiorésistance en Suisse et comment elle est en fait organisée. Donc, le Conseil fédéral en fait a adopté en juin de cette année le plan d'action One Health, qui est en fait un concept de l'OMS qui consiste à avoir une approche intégrée et unificatrice, et puis afin d'optimiser en fait la santé des êtres humains, des animaux et des écosystèmes. Et puis, du coup, ce plan consiste en une étroite collaboration entre les différents secteurs, entre l'Office fédéral de la santé publique, l'Office de la sécurité alimentaire et vétérinaire, et puis l'Office fédéral de l'agriculture et de l'environnement, et puis plusieurs autres acteurs et des groupes d'experts qui se sont mis ensemble pour initier ce plan ensemble. Donc, bon, ma slide est un peu dense, mais on va prendre un peu les champs d'action, les 8 champs d'action qui font partie de ce plan, afin que je vous explique un peu comment ça s'organise en Suisse. Donc le premier champ d'action, en fait, a pour but de la surveillance, qui est très importante pour nous, comme vous avez pu le comprendre, pour savoir un petit peu qu'est-ce qui circule et qu'est-ce qui se passe en Suisse. Donc en fait, ça se traduit par la surveillance globale des résistances et de la consommation. Et puis ça, c'est essentiellement fait par le groupe de Anresis, qui est en fait un groupe en Suisse qui, par exemple, nous, en tant qu'infectiologues, nous donne un répertoire de toutes les résistances des bactéries. Et puis, selon les régions, on peut savoir si certaines bactéries sont plus résistantes que d'autres à certains antibiotiques et un petit peu nous aider à guider l'antibiotique qu'on choisit. Ensuite, dans ce concept de surveillance, il y a un laboratoire national de référence qui est basé à Fribourg, qui a pour but aussi de surveiller un peu ce qui circule et les résistances, de voir s'il y a des nouvelles résistances et de faire de la recherche dans ce domaine, et puis d'aider tous les laboratoires à avoir des analyses standardisées et ciblées, autant de laboratoires publics que privés, pour qu'il y ait un peu une prise en charge globale qui soit similaire. Ensuite, le deuxième champ d'action, c'est la prévention. Donc, c'est d'éviter les infections en fait qui sont associées aux soins, et puis de prévenir les maladies grâce à la vaccination. Et ça, c'est essentiellement le groupe de Suisse Noso qui s'occupe en Suisse, qui en fait répertorie toutes les infections dans tous les hôpitaux acquises aux soins. Et tous les hôpitaux doivent en fait remplir des registres et puis annoncer le nombre d'infections qui sont acquises dans les soins. Et puis du coup, ça nous permet d'avoir une certaine surveillance et puis d'améliorer en fait la prévention. Et puis, bien évidemment, tous les plans de vaccination suisses, que ce soit au niveau pédiatrique ou au niveau adulte, ont pour but de prévenir beaucoup de maladies qu'on peut prévenir et puis qui nous évitent en fait de devoir utiliser les antibiotiques. Ensuite, du coup, il y a développé les procédés diagnostiques plus rapides et puis également, vu que ça intègre tout ce qui est médecine vétérinaire et élevage, en fait, de promouvoir les processus d'exploitation optimisés dans les élevages et la biosécurité, et puis de regarder, en fait, pour diminuer l'introduction dans l'environnement des antibiotiques et des gènes de résistance et des bactéries de résistance. Le troisième pan, c'est l'utilisation appropriée des antibiotiques. Donc, pour ça, pour que ce soit les professionnels de la santé, en fait, le but, c'est d'utiliser de manière uniforme en Suisse les antibiotiques. Et puis, pour ça, il y a la Société suisse d'infectiologie qui a émis des directives pour certaines pathologies, pour recommander certains antibiotiques en première intention et pas d'autres, pour éviter d'avoir une surconsommation et un développement de résistance. Et puis, de faciliter l'accès à l'expertise. Donc, c'est vrai que tant en intra-hospitalier qu'en extra-hospitalier, il y a des groupes d'infectiologues qui répondent aux questions et à des personnes qui seraient peut-être moins à l'aise de savoir quel antibiotique utiliser et afin d'aider les gens à l'utiliser de manière optimale. Ensuite, comme disait ma collègue, il y a une limitation en fait, de la remise d'antibiotiques. Il y a certains antibiotiques qui sont de dernière génération, qui sont en fait gardés en réserve et en dernière intention et qui ne sont pas délivrés comme ça, si on décide de les prescrire, qui nécessitent parfois d'avoir un avis d'expert pour pouvoir les utiliser, et ce qui permet en fait un petit peu de retenir les choses, contrairement à dans certains pays où vous pouvez utiliser les antibiotiques beaucoup plus facilement et avoir accès sans limitation.
Ensuite, le dernier point de ce point-là, c'est en fait que tous les hôpitaux, via les pharmacies hospitalières, sont contrôlés sur leur consommation d'antibiotiques globale, ce qui permet de comparer les hôpitaux entre eux et puis de savoir si certains ont recours à des antibiotiques de manière supérieure à la moyenne. Et puis on reçoit en fait un rapport à peu près une fois par année où on regarde par hôpital combien il y a de consommation par classe d'antibiotiques et puis ce qui permet d'avoir des actions sur les sites et puis d'essayer de diminuer si on utilise des antibiotiques qui seraient par exemple de trop large spectre et qui vont favoriser la sélection des résistances. Le quatrième point, c'est la lutte contre la résistance dont va parler Pierre tout à l'heure. C'est essentiellement via les équipes de prévention et de contrôle de l'infection. C'est-à-dire qu'on va essayer d'éviter l'introduction et la propagation de pathogènes résistants si y a une personne qui aurait été hospitalisée dans un hôpital à l'étranger, aux soins intensifs, et qu'on sait qu'il y a un risque d'être porteur parce qu'il aurait acquis des bactéries résistantes, on va pratiquer des mesures de dépistage à son arrivée, d'isolement et de suivi. Et ça, c'est tout ce que va faire l'équipe et il va vous expliquer tout à l'heure. Donc ça, c'est une des mesures qu'on a pour lutter contre la résistance. Le deuxième point, c'est ce que évoquait Andrea tout à l'heure, c'est la lutte ciblée contre les flambées de pathogènes résistants. De temps en temps, il y a des flambées épidémiques. Et puis, entre les hôpitaux, on s'échange des fois certaines informations et de faire attention. Quand on vient d'une région de Suisse, tout d'un coup, s'il y a une épidémie, on va plus dépister ces patients qui seraient transférés ou qui auraient des examens là-bas pour savoir si nos patients pourraient être porteurs et puis du coup, essayer de casser la chaîne de transmission. Et puis, il se passe exactement la même chose, en fait, le long de la chaîne alimentaire. Donc, comme vous avez vu tout à l'heure, les viandes, le poulet, la viande de porc et de bœuf, en fait, est analysée afin de voir s'il y a une augmentation de ces résistances, quelles résistances sont augmentées. Et ça, c'est tout contrôlé par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire. Et puis, finalement, il y a aussi les eaux usées qui sont surveillées parce qu'on sait que quand ça stagne dans ces eaux usées, en fait, les gènes de résistance peuvent se développer et du coup, ils sont en train de mettre en place des filtres et de suivre en fait les composés pour essayer de diminuer la contamination dans l'environnement, qui est en fait un des facteurs qui aide à la résistance. Et puis finalement, les 4 derniers points sont des points un peu plus de pratique un peu. Le point 5, c'est-à-dire que la recherche et le développement, il va y avoir des plateformes interdisciplinaires, il va y avoir de l'argent investi pour les études qui sont essentiellement faites dans ce domaine. Il va y avoir de la coopération intersectorielle, un comité en fait d'experts, que ce soit au niveau médical, au niveau vétérinaire, au niveau de l'élevage, qui va se réunir et puis qui va émettre des directives. Et puis, tout le monde va aussi collaborer avec les autres pays, que ce soit en Europe ou dans le monde, pour pouvoir essayer d'avoir une prise en charge un petit peu globale et cohérente. Et puis, finalement, il y a le point 7 qui est l'information et la formation. Donc, l'information, c'est ce qu'on fait ce soir et qui se fait essentiellement pendant la semaine de l'antibiorésistance de l'OMS. C'est-à-dire d'informer la population, d'expliquer pourquoi c'est important de ne pas consommer les antibiotiques, de ne pas consommer les antibiotiques de manière aléatoire et pas de manière suivie, parce que quels sont les risques, de mieux sensibiliser les acteurs et les actrices, et puis au final de renforcer aussi la formation de base, pré-graduée, post-graduée et continue de tous ces domaines, c'est-à-dire au niveau médical, au niveau vétérinaire, et puis également au niveau des agriculteurs, qui pourraient donner des antibiotiques aussi aux animaux. Alors, pour l'information à la population, l'OMS a sorti des flyers que vous pouvez trouver à la sortie. Donc, on va juste regarder un petit peu plus en détail ces flyers. Donc, comment bien utiliser les antibiotiques? Donc, si on vous a prescrit en fait des antibiotiques puis que vous en avez reçu, quelles sont les consignes en fait que vous devez respecter et qui sont importantes à faire. Donc, première chose, c'est de respecter à la lettre la posologie et la durée de traitement prescrite par le médecin. C'est possible que la posologie soit pas la même que votre voisin ou que votre voisine, mais en fait, chacun a une infection peut-être différente et on ne veut pas traiter la même chose.
Donc, si on vous a prescrit une posologie et une durée de traitement, il faut vraiment la respecter, c'est vraiment important. N'omettez aucune prise, parce que si vous omettez des prises de médicaments, ce que Andrea vous a montré tout à l'heure avec les petites bactéries grises, rouges et oranges, ça va permettre aux bactéries oranges de se développer et puis justement d'avoir un taux, par exemple, d'antibiotiques insuffisant, et puis les bactéries vont en profiter en fait pour faire des mutations et des résistances. Partagez pas les antibiotiques qui vous ont été prescrits avec d'autres personnes pour la raison que je vous ai mentionnée tout à l'heure, parce que les infections sont peut-être pas les mêmes. Et puis, rapportez en fait les emballages entamés et ne les gardez pas à la maison parce que ça vous servira à rien d'avoir des antibiotiques pour la prochaine infection. Il faudra de toute façon aller consulter pour savoir est-ce qu'il y a vraiment besoin de prendre des antibiotiques, lesquels, et est-ce qu'il est adéquat pour l'infection que j'ai. Maintenant, si le médecin a décidé de ne pas vous prescrire d'antibiotiques, alors on entend souvent des gens qui râlent parce qu'on n'a pas voulu me donner des antibiotiques, mais c'est important à retenir que dans nombreux cas, en fait, les défenses de votre organisme suffisent en fait pour vous défendre, même contre certaines infections bactériennes, et que toute infection bactérienne ne nécessite pas un traitement antibiotique d'emblée, que les antibiotiques n'agissent en fait qu'en cas d'infection bactérienne. Donc si vous avez une infection virale avec un virus, que ce soit le Covid ou la grippe et que vous n'avez pas de complications de votre virus, en fait, les antibiotiques ne marcheront pas. Alors, c'est vrai qu'il arrive parfois chez des patients qui ont une grippe compliquée où on prescrit des antibiotiques, mais justement, c'est spécifique à chacun. Et si vous avez un rhume, il n'y a pas besoin de prendre des antibiotiques parce que ça ne marchera pas à part détruire les bactéries que vous avez dans votre intestin et créer éventuellement des résistances. Donc, ça, c'est le point 3. Donc, la prise incorrecte d'antibiotiques peut conduire à l'apparition de résistances. Et puis, finalement, il ne faut pas oublier que les antibiotiques ont quand même beaucoup d'effets secondaires qui ne sont pas négligeables et qui peuvent quand même avoir certaines conséquences, que ce soit des allergies cutanées, des diarrhées, des troubles digestifs et d'autres soucis qui ne sont quand même pas négligeables. Alors, l'année dernière, en fait, le canton de Genève a mis en ligne un jeu. En fait, le service du médecin cantonal de Genève a inventé un jeu en ligne pour comprendre l'antibiorésistance. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le lien. Puis, en fait, vous êtes en fait dans une navette médicale qui s'écrase en fait à l'atterrissage. Et puis, votre robot médical que vous avez à bord tombe en panne. Et vous êtes en fait la personne qui est choisie et désignée pour remplacer ce robot médical. Et en fait, votre mission va être de recevoir les personnes malades et puis d'examiner leurs symptômes. Et puis, en fonction de leurs symptômes, vous allez avoir un peu une petite aide avec une petite encyclopédie dans le jeu où vous allez devoir décider quel traitement donner. Et puis, de voir si vous allez réussir à sauver vos patients, à diminuer le risque d'antibiorésistance. Donc, si ça vous amuse, vous pouvez essayer d'aller voir. C'est gratuit, c'est en ligne. Et puis, cette année, c'est eux qui ont fait aussi la bande dessinée que vous pouvez aussi trouver en ligne, qui s'adresse surtout aux jeunes, mais qu'ils ont sorti cette semaine, qui est une bande dessinée qui explique un peu l'antibiorésistance aux jeunes. Et puis finalement, alors il y a l'aide à la population, mais aussi l'aide à la décision pour les professionnels de santé, essentiellement ceux qui sont en cabinet. Là, je vous ai mis un exemple. Donc, par exemple, si on prend les maux de gorge aigus, qui sont quand même un symptôme de consultation fréquent au cabinet ou dans une permanence ou aux urgences. Mais ce qu'on sait, c'est que les causes principales de ces maux de gorge sont pour la plupart du temps un virus. Plus rarement, ça peut être une bactérie, comme le streptocoque. Vous avez tous eu une fois dans votre vie, je pense, un petit frottis au fond de la gorge pour le strepto A, et puis pour lequel on vous a peut-être ou pas prescrit des antibiotiques. Ce qu'on sait aussi, c'est que la durée de ces maux de gorge dure en général entre 2 et 7 jours, et puis s'estompe en fait en général tout seul, que votre infection elle soit virale ou qu'elle soit bactérienne, sans qu'il y ait besoin de mettre des antibiotiques. Et puis c'est en fait ce que ce schéma vous montre, c'est que si vous prenez à droite, vous avez 100 personnes qui prennent pas d'antibiotiques, et puis à gauche, vous avez 100 personnes qui prennent des antibiotiques. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'après 3 jours, ceux qui prenaient pas d'antibiotiques, il y en a 34 qui vont mieux, et puis ceux qui prennent des antibiotiques, il y en a
en fait 17 de plus qui vont mieux après 3 jours. Si on regarde après 7 jours, il y a ceux qui ne prenaient pas d'antibiotiques, il y en a 82 personnes sur les 100 qui ont résolu leurs symptômes tout seuls. Et puis ceux qui prennent des antibiotiques, au final, il n'y en a que 5 de plus qui ont plus de symptômes. Par contre, ceux qui ne prenaient pas d'antibiotiques, il n'y en a que 20 qui ont des symptômes associés, mais sur ceux qui prennent des antibiotiques, il y a 7 personnes supplémentaires sur 100 qui souffrent de vomissements, de diarrhée ou d'éruptions cutanées. Donc ça, c'est un petit peu pour vous montrer, c'est des choses qu'on peut aussi discuter avec les patients pour leur montrer pourquoi est-ce qu'on ne prescrit pas d'antibiotiques et d'un peu partager la décision. Donc, maintenant j'ai parlé, c'est vous qui allez rentrer en action. Donc c'est un petit questionnaire, c'est pas grave si vous faites faux, c'est vraiment juste pour un peu vous challenger et puis pour vous faire participer. Donc, les antibiotiques permettent de guérir du rhume ou de la grippe. Est-ce que c'est vrai ou faux? Faux, c'est juste. Donc, les antibiotiques n'ont aucun effet sur le rhume ou la grippe, parce que ce sont souvent des virus qui causent ces maladies-là, et les antibiotiques ne marchent pas sur les virus. Ensuite, est-ce que les antibiotiques permettent de raccourcir la maladie lors d'un rhume ou d'une grippe? Faux, c'est juste. Donc, de nouveau, pour les mêmes raisons qu'avant. La résistance aux antibiotiques, c'est lorsqu'une personne est résistante aux bactéries. Oh, ouais, c'est juste. Donc, c'est les bactéries qui deviennent ou qui sont déjà résistantes aux antibiotiques. Et puis, plus on va les utiliser, les antibiotiques, plus le risque de résistance des bactéries aux antibiotiques augmente. 4. Je suis en bonne santé, mais la résistance aux antibiotiques me concerne quand même. Ouais, c'est juste. Donc on peut être en bonne santé, et puis comme l'a dit Andrea tout à l'heure, porter des bactéries résistantes dans notre corps, et puis le risque d'en porter augmente avec la prise antibiotique. Et c'est vrai que selon les régions dans lesquelles vous voyagez, il y a dans certaines régions du monde où en fait ces bactéries sont rentrées dans la chaîne alimentaire, et c'est comme ça que vous vous contaminez. Et c'est ça le but de la stratégie aussi en Suisse, c'est de surveiller toute la chaîne alimentaire pour éviter ça. Je ne prends pas d'antibiotiques, donc la résistance aux antibiotiques ne me concerne pas. Oh, ouais, juste. Donc les bactéries, elles peuvent se transmettre d'une personne à l'autre très facilement, et ce n'est pas parce que vous prenez des antibiotiques. Les antibiotiques peuvent tuer les virus. Oh, très bien. Comme ce qu'on a déjà dit, sont inefficaces contre les virus, donc inutiles dans beaucoup de situations. Et puis, c'est vrai que les virus et les bactéries, elles peuvent causer les mêmes maladies. Donc parfois, quand on a une sinusite ou une gastro-entérite, on ne sait pas trop si c'est viral ou bactérien, mais c'est pour ça que c'est important que vous voyez le médecin. Et puis parfois, c'est comme en pédiatrie chez les enfants, maintenant, les otites, souvent, on attend 48 heures avant de prescrire des antibiotiques, parce que la plupart des otites sont en fait d'origine virale, et c'est rare qu'on doive prescrire des antibiotiques. 7. On peut garder ces antibiotiques non utilisés pour les prendre une fois ou les donner à un proche qui en a besoin. C'est juste. C'est bien. Vous avez bien travaillé. Alors, du coup, on va voir. Vous avez mieux travaillé que la population suisse, parce que l'OFSP a du coup fait un sondage cet été. Ils ont fait une enquête auprès de la population où ils ont posé à peu près les mêmes questions que je vous ai posées. Et puis, en fait, ils ont comparé avec... ils avaient posé exactement les mêmes questions, sauf la dernière, en 2022. Et puis, ce qu'on voit, les antibiotiques tuent les virus. En fait, il y a 55% de réponses correctes. Les gens, en fait, en 2024, ont fait moins bien qu'en 2022, de 7%. Les antibiotiques sont efficaces contre la grippe et le rhume. 73% ont répondu correct, mais c'est quand même inférieur de 14% par rapport à ce qui avait été fait en 2022. La prise inutile d'antibiotiques les rend inefficaces, 81%, mais c'est quand même de nouveau inférieur par rapport à 2022, donc on est devenu moins bon. Et puis, la prise d'antibiotiques a souvent des effets secondaires tels que la diarrhée, 59%, mais aussi moins 9%. Et puis, la dernière question qui est nouvelle dans le pool de cette année, c'est les humains peuvent devenir résistants aux antibiotiques. Et puis, au final, on voit qu'il n'y a que 8% de réponses correctes. Donc, on a encore pas mal de travail à faire.
Maintenant, je vais passer la parole à Pierre pour qu'il vous explique un petit peu les mesures qui sont prises à l'hôpital. Bonsoir mesdames, bonsoir aux quelques personnes qui nous ont joints aussi sur Facebook. De mon côté, je vais passer à un aspect un peu plus pratique et de voir avec vous qu'est-ce qu'on met en place en milieu hospitalier lorsqu'on a un ou une patiente qui est porteur d'une bactérie résistante aux antibiotiques, ou qu'est-ce qu'on fait aussi lorsque, pendant le séjour de la patiente ou du patient, on découvre qu'elle est porteuse ou porteur d'une bactérie multirésistante. Le schéma général, ça va être, en fait, on va isoler cette personne. Donc, dans notre jargon, on appelle ça des mesures additionnelles. Et l'idée d'isolement, c'est de vraiment cloîtrer, de confiner, de faire tout ce qui est possible pour éviter que cette bactérie multirésistante dont est porteur le patient en question passe vers un autre patient, passe vers une autre chambre, voire un autre service et voire une autre institution. Donc, on a un certain nombre de mesures qui sont mises en place. Et donc, on va isoler ce patient. Il y a différents types d'isolement, mais le plus classique, c'est celui que vous avez à l'écran, où on va coller cette affiche sur la porte du patient, qui est donc une mesure contact, avec des mesures différentes entre les professionnels qui vont s'occuper du patient et vous, éventuellement, qui allez être le visiteur. Donc le professionnel, ce qu'il va faire, c'est qu'avant d'entrer dans la chambre, il va mettre une surblouse de protection, puis il va se désinfecter les mains. Et vous, en tant que visiteur, vous allez juste vous désinfecter les mains. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on fait une différence entre le professionnel et le visiteur. Le visiteur, vous allez vous désinfecter les mains pour éviter d'amener quelque chose auprès du patient que vous allez visiter. Et c'est à peu près les seuls contacts que vous aurez avec lui. Alors que le patient hospitalisé, il va aller faire de la physiothérapie dans le couloir avec le physiothérapeute. Il y aura un contact étroit avec cette personne. Les soignants aussi, ils vont faire une toilette, ils vont prendre le patient contre eux. Donc, pour protéger la tenue de travail et éviter que cette tenue de travail contaminée aille chez le voisin ou dans une autre chambre ou dans un autre service, le soignant mettra une blouse supplémentaire qu'on ne vous demandera pas à vous, visiteurs, de mettre. Les mesures sont toujours contraignantes. Hein. Le fait d'être porteur d'une bactérie multirésistante ne fait pas mal, mais le patient va quand même, comme aussi signalé tout à l'heure, il y a des conséquences psychologiques. Il y a des études qui ont clairement montré qu'un patient en isolement est moins bien pris en charge d'une manière générale qu'un patient qui ne l'est pas, parce qu'on est un peu plus réticent d'aller en tant que soignant dans une chambre d'un patient qui est isolé, parce qu'il faut s'équiper, parce que c'est un peu plus compliqué. Et donc, la prise en charge globale générale est un peu moins conséquente, un peu moins qualitative. Il y a différentes situations dans lesquelles on pourra demander un isolement strict du patient pour certaines bactéries émergentes qui arrivent un petit peu maintenant sur le marché de bactéries multirésistantes. Et puis dans d'autres situations, malheureusement, on devra quand même éventuellement mettre un voisin ou une voisine au patient concerné avec des mesures aussi particulières. Mettre quelqu'un en isolement, donc je disais, ça a des conséquences psychologiques pour la prise en charge du patient au niveau de la qualité, mais aussi une charge de travail accrue pour les soignants. Je sors un petit peu du sujet des bactéries multirésistantes pour vous rappeler les mesures Covid qu'on a pu mettre en place il y a 3-4 ans en arrière, où c'était vraiment une charge très conséquente. On avait des services entiers qui étaient isolés et qui demandaient donc une grande souplesse de la part des collaborateurs. Après, on peut aussi, en cours d'hospitalisation, au détour d'un prélèvement clinique microbiologique, découvrir que le patient qui est là depuis 3 semaines et qui est parti dans un service de chirurgie, puis après dans un service de médecine, puis après est transféré dans un centre de rééducation au Val-de-Rue ou au Locle, qui a eu un certain nombre de voisins et de voisines, tout d'un coup, on le découvre, le portage d'une bactérie multirésistante. Et là, de nouveau, dans l'idée de vraiment cloîtrer et d'éviter une dispersion de cette bactérie multirésistante, on va faire ce qu'on appelle une enquête d'entourage. Donc c'est un gros travail de recensement, de savoir qui, quand et où ont été les voisins de cette personne qui, en cours d'hospitalisation, devient positive à une bactérie multirésistante. Ces personnes, on va les tracer avec les outils informatiques qu'on a à disposition et on va mettre une note dans leur dossier médical en disant qu'à un moment de leur hospitalisation, il ou elle a été en contact avec un patient porteur d'une bactérie multirésistante. Ce qui va faire que lors d'une prochaine hospitalisation, pour ces cas contacts ou aussi la personne qui est vraiment porteuse, dès l'entrée chez nous en milieu hospitalier aux urgences, on a une information dans le dossier médical qui dira aux soignants, attention, ce patient, la dernière fois qu'il était là, il était porteur d'une bactérie multirésistante. Je vais mettre en place
l'isolement conséquent et faire un test de dépistage, voir où il en est quelques jours, quelques semaines ou quelques mois après son portage, est-ce qu'il est toujours porteur positif ou pas. Même chose pour les cas contacts. Donc on a un système d'alerte qui n'est pas que interne. On a des contacts avec toutes les institutions en Romandie et même avec les institutions en Suisse alémanique. On a beaucoup de transferts et puis de patients qui vont dans le canton de Berne. Donc on communique entre nous lorsqu'on a des transferts dans un sens ou dans l'autre pour dire attention, le patient qui vient chez vous, il est porteur d'une bactérie multirésistante afin qu'il puisse prendre les bonnes mesures pour éviter de nouveau cette dissémination dans l'institution, dans leur institution. Et vice-versa, on a des transferts régulièrement du CHUV à Lausanne qui nous contactent en disant « Monsieur, Madame Trucmuche arrive, je te signale qu'on a, avec le rapport microbiologique, qu'elle est porteuse d'une bactérie multirésistante. » Et nous, ça nous permet d'anticiper aussi un petit peu les désagréments et donc de mettre en place les mesures concernées. Vu l'importance du développement de ces bactéries multirésistantes, on fait aussi des dépistages lors de transferts. Donc, que ce soit des transferts de milieux hospitaliers à l'étranger, systématiquement, on va faire un dépistage très complet de toutes les bactéries multirésistantes, en gros, qui sont disponibles sur le marché. La France voisine, les transferts du centre universitaire de Besançon, c'est considéré comme étranger, donc un transfert médicalisé de chez nos collègues français passera aussi par l'étape dépistage. Dépistage le plus souvent possible, le plus souvent le dépistage qui est demandé, c'est pas des plus confortables, c'est un frottis rectal. C'est vraiment le meilleur moyen qu'on a pour trouver ces bactéries multirésistantes qui sont souvent dans le tube digestif. C'est pas très confortable, hein. Vous allez faire un examen à Berne, vous revenez, bonjour, bienvenue au réseau hospitalier de Neuchâtelois, frottis rectal pour voir si vous avez été contaminé dans l'autre institution ou pas. Donc ça, on le fait aussi bien pour les transferts internationaux et maintenant que nationaux, parce qu'encore dernièrement, dans le canton de Berne, on a été mis au courant par Swissnoso. Swissnoso, c'est une instance qui dépend de l'Office fédéral de la santé publique et qui nous informe régulièrement de tout ce qu'il y a comme épidémie dans la Suisse. Et là, dernièrement, il y a 2 semaines en arrière, il y a une épidémie d'entérocoque résistant à la vancomycine, une bactérie multirésistante, qui a été déclarée dans le canton de Berne. Donc, on fait encore plus attention maintenant à tous les patients qui viennent de Berne ou qui sont systématiquement dépistés lorsqu'ils viennent chez nous et isolés si jamais ils sont positifs. On a aussi en place, pour toujours limiter cette dispersion de bactéries multirésistantes, des alertes microbiologiques. Donc on travaille étroitement avec le laboratoire de microbiologie où tous les prélèvements qui nous intéressent, on reçoit très rapidement par mail une copie du résultat et nous on peut directement agir. On a reçu un résultat d'une bactérie multirésistante ou plein d'autres choses dans le milieu hospitalier et directement voir avec le service, attention, le patient est positif, merci de mettre en place l'isolement pour éviter la dissémination et en fonction aussi demander des frottis au niveau des voisins ou autres en fonction du passage que le patient a pu faire en milieu hospitalier. Et puis après, on a aussi des bénéfices indirects par rapport aux différentes surveillances qu'on peut faire, nous, en prévention de l'infection. On fait notamment ce qu'on appelle les infections du site opératoire. Donc, une opération, c'est une agression, c'est une effraction de la barrière cutanée qui est vraiment une protection par rapport à l'agression du monde qui nous entoure. Et on peut avoir des infections post-opératoires sur différents types d'opérations. Alors, il y a des opérations qui sont un peu plus à risque que d'autres. Et ça, on suit les infections depuis maintenant 2001, donc depuis une vingtaine d'années. Et puis depuis 2016 ou 2017, si je me souviens bien, au niveau national, où on se compare avec 180 autres institutions participantes. Donc l'avantage de ce comparatif, ce qu'on appelle le benchmarking, c'est après on peut dire, nous, on a tel pourcentage d'infection pour tel type d'opération, les autres, ils en sont où? Bien, on peut se dire, on est dans le trend moyen suisse, ça va. Là, pour tel type d'opération, on est meilleur que les autres. Et puis là, par contre, on est un peu moins bien et qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est ce genre en fait, de surveillance qui nous permet après de travailler avec les équipes chirurgicales. Et là, par exemple, depuis entre 2016 et 2023, en mettant en place différentes mesures de prévention qui sont prouvées par la littérature, on a pu baisser de 50% les infections sur les côlons. Donc, c'est des conséquences quand même importantes. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que 50% d'infections sur les côlons au moins, ça veut dire 50% de patients qui n'ont pas dû être traités par des antibiotiques et qui donc freinent aussi ce développement de bactéries multirésistantes parce que tout patient qu'on ne traite pas, comme vous l'avez vu, ça peut être monsieur et madame tout le monde, on limite aussi par ce biais des surveillances
la dissémination et la dispersion de ces bactéries multirésistantes. Voilà ce que je voulais vous raconter. Le mot de la fin, je ne sais pas si c'est Andrea ou Ilona qui le fait. Voilà encore en résumé quelques points qui nous semblent clés sur le sujet de l'antibiorésistance. Vous avez entendu avec les divers chiffres que c'est vraiment un enjeu majeur pour la santé humaine, mais aussi des animaux, et ceci au niveau mondial. Ilona Chronique vous a parlé de ce, en anglais, One Health Concept, donc il faut vraiment une prise en charge très globale. Il a cette nécessité primordiale d'une bonne utilisation des antibiotiques. Je pense qu'en patient, on a aussi une partie qu'on peut contribuer à ça. Et comme vous avez entendu par Pierre van der Haverow, il a nécessité de surveillance de la consommation des antibiotiques, comment ça se passe à l'hôpital, de fréquence de résistance, mais aussi des infections. Et peut-être encore un petit résumé, comment on peut lutter contre l'antibiorésistance autant que patient. D'accord. Alors, vous avez ces petits flyers hein, comme rappel, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à en prendre en sortant. Donc, c'est important vraiment de prendre les antibiotiques uniquement sur prescription médicale. Ça nécessite une évaluation médicale. Est-ce que c'est vraiment une infection? Est-ce qu'on pense que c'est probablement bactérienne? Et encore une fois, est-ce que ça nécessite des antibiotiques? Il faut respecter la posologie. Donc, ça veut dire le nombre de comprimés, les intervalles et la durée du traitement pour avoir toujours un taux bien stable dans le sang pour éviter qu'il y ait des bactéries qui profitent d'un taux insuffisant pour devenir résistants. Ramener les doses restants à la pharmacie pour qu'on peut les éliminer comme il faut pour pas trop contaminer l'environnement. Une mesure de base qu'on a bien appris pendant la pandémie, hein, c'est la bonne hygiène de main pour essayer d'éviter la propagation d'une personne à l'autre. Et finalement aussi, les vaccinations, ça on n'a pas trop expliqué, mais c'était clairement mentionné aussi dans les points de l'OFSP, dans l'idée de diminuer le nombre des infections bactériennes et ainsi la nécessité des antibiotiques. Et encore un mot pour la fin, si on cite l'OFSP quant à l'utilisation des antibiotiques, c'est autant que nécessaire, mais le moins possible, et ce, dans toute la Suisse. Ça nous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Il y a des ressources, si ça vous intéresse, on a utilisé, enfin, ces flyers-là sont sur le site Antibiotika richtig einsetzen, bien utiliser les antibiotiques. Il y a l'OFSP aussi qui est une source. ANRESIS, ça c'est le système de surveillance en Suisse, côté laboratoire. Et tout ce qui est expliqué Ilona Chronique, c'est sur le site de DST ou de STAR. Donc, on vous remercie beaucoup pour votre présence, votre intérêt pour le sujet et votre attention. Et on est là pour répondre à vos questions. Ah oui, c'est ouais, oui. Voilà, bonsoir à tous. Merci pour votre présentation qui est très riche, très actuelle aussi. Je me demandais donc aussi, est-ce qu'il y avait des moyens au RHNE, des alternatives naturelles? On sait que maintenant, je sais pas, je me renseignais un peu aussi là-dessus, des moyens naturels avec des champignons, des alternatives autres que les antibiotiques qui sont un peu découverts pour contrer ces infections. Est-ce que c'est dans les projets nationaux ou bien locaux de travailler là-dessus, sur d'autres alternatives pour traiter ces infections en fait? Alors, à ma connaissance, c'est pas encore quelque chose qui est établi, qui va se mettre en route. Je pense de notre côté de la médecine, je sais pas comment on appelle ça, traditionnelle universitaire, hein, on essaie plutôt déjà de restreindre l'utilisation des antibiotiques. Et par exemple, nous, comme infectiologues, peut-être on pense que les infections qui prescrivent les antibiotiques, c'est l'inverse. Nous, on est là pour nos collègues, justement pour restreindre l'utilisation, de dire, là, tu peux arrêter. Regarde, le patient va bien, ça comme argument peut arrêter. Ou regarde, là, tu peux restreindre le spectre. Ça veut dire, au lieu d'utiliser un antibiotique très large, on peut utiliser un antibiotique, un spectre plus étroit qui aurait moins de dégâts sur le microbiome. Donc, ça c'est quelque chose qu'on essaie de faire au quotidien. Et après, les alternatives, c'est vrai, je peux m'imaginer qu'avec le futur, on sera plus ouvert à ça aussi. Mais pour l'instant, c'est pas encore quelque chose qui est établi à l'hôpital.
Je pense plus dans les cabinets médicaux, effectivement. Peut-être il y a des gens qui ont aussi des formations qui vont avec. Mais je pense que ça passe déjà par la bonne information au public qu'on vient de faire ce soir, qu'on n'a pas besoin toujours des antibiotiques. Et après, les gens vont se trouver d'autres moyens. Hein. Pour une grippe, effectivement, il faut le repos. On peut se faire des tisanes de gingembre, citron, miel, des choses comme ça qui font vraiment du bien et sans qu'on utilise la chimie. Okay, merci. Après, peut-être encore quelque chose un peu plus scientifique, un peu plus exotique. C'est intéressant que les virus n'attaquent pas seulement les êtres humains ou les vertèbres, les animaux, mais aussi les bactéries. Donc, c'était dans les années, je sais pas, 50-60, dans l'UdSSR, ils étaient très forts pour ça. Ils sélectionnaient des virus qui attaquaient les bactéries. On appelle ça les bactériophages. Et ça, c'est une autre voie aussi. De cibler les bactéries. Mais c'est un traitement qui est assez compliqué à faire parce que c'est des virus qui sont très, très ciblés. Hein. Ils vont pas seulement attaquer n'importe quelle bactérie, ils vont attaquer un certain type de staph doré, par exemple. Donc ça, c'est des alternatives un peu autres que les antibiotiques qu'on utilisait, mais qui sont pas utilisés à la recherche parce que justement, c'est très compliqué. Il faut avoir le bon bactériophage qui attaque exactement la souche de ces bactéries qu'on a chez nos patients. C'est plus des stratégies en fait, de combinaison avec. Pour l'instant, c'est plus des stratégies de combinaison avec les antibiotiques, par exemple pour des infections difficiles à traiter, parce qu'on ne peut pas mettre seulement les phages, mais du coup, c'est en combinaison. Et puis sinon, pour les choses naturelles, peut-être la seule chose... Sinon, l'autre chose qui peut-être est en cours d'étude pour l'instant, c'est éventuellement tout ce qui est mannose et sucre pour tout ce qui est les infections urinaires chez les femmes à répétition. Et puis, il y a des projets d'études qui sont en cours, mais sinon, pour le reste, moi, en tout cas, j'ai rien vu au niveau national qui est en cours. Moi, j'ai une question dans le courant sur la durabilité dans les soins. On parle aussi de tous les problèmes des désinfectants dans la résistance des bactéries ou en fait dans la résistance aux antibiotiques. Ensuite, en disant le nettoyage, c'est l'usage, la désinfection, c'est l'exception, et que dans les ménages, par exemple, on ne devrait plus utiliser de désinfectants de surface de manière courante. Est-ce qu'on a déjà en Suisse et dans les instances dont vous avez parlé ce type de courant avec des flyers comme il y a pour les antibiotiques, avec ce courant à encourager la population à ne pas désinfecter à tout va pour justement ne pas faire de sélection de bactéries? Ou pas? Moi, en tout cas, j'ai rien vu. Enfin, j'ai pas trouvé de flyers concernant ce sujet-là. Il n'y a que vraiment pour les antibiotiques. Mais sinon, le reste, pour l'instant, il n'y a pas de communication sur le sujet. Mais c'est vrai que c'est une tendance qui change aussi au niveau des hôpitaux, justement de ne pas utiliser des produits trop agressifs parce qu'effectivement, certains peuvent induire des résistances et de revenir à un nettoyage à l'eau. Mais là aussi, il faut bien le faire, hein, parce qu'on risque après de disperser les choses si on ne change pas l'eau assez fréquemment, etc. Mais il y a des tendances effectivement comme ça de réduire la pression aussi de ce côté-là, d'utiliser moins de chimie, mais il faut faire de façon correcte parce qu'on est quand même dans un hôpital avec des personnes qui sont à risque, des endroits qui sont très très à risque. La salle d'opération, ça va être vraiment propre. Mais c'est vrai aussi, je me souviens... Je n'étais pas encore étudiante même. À Bâle, ils avaient une bactérie multirésistante dans leur salle d'opération et ils essayaient tout pour se débarrasser de ces bactéries avec justement des produits chimiques, etc. Et la seule chose qui a marché à la fin, c'était d'ouvrir les salles d'op pour le public, que les gens viennent marcher là-dedans, poser leur flore habituelle. Et comme ça, c'était une flore plus normale qui a pris la place de cette bactérie multirésistante. Ça, c'est un peu une exception, mais ça montre aussi que peut-être je n'ai pas assez souligné ça, qu'on a besoin de notre flore normale pour plein de raisons, hein, des bactéries qui nous aident à digérer, qui produisent des substances que notre corps n'arrive pas, par exemple. Mais c'est aussi des bactéries qui prennent la place, qui empêchent qu'il y ait des bactéries mauvaises, qui profitent de nous, hein, dans nos corps. Donc, c'est vrai, c'est aussi pour ça qu'il faut freiner l'utilisation d'antibiotiques, hein, pour garder une flore variée, riche, qui est saine et qui empêche par elle-même déjà qu'il y a des résistances qui se développent.
Merci encore pour la belle conférence, c'était vraiment intéressant. Moi, j'ai une question par rapport au microbiote. Si on a fait un traitement aux antibiotiques, on perd beaucoup de bactéries, bonnes bactéries, mais combien de temps il faut pour recoloniser toutes ces bactéries, ou est-ce qu'on les recolonise vraiment? Alors, je ne pense pas que je peux vous donner une durée, et je pense que ça dépend aussi de manière très individuelle. L'exemple classique qu'on voit, nous, c'est cette bactérie qu'on appelle Clostridoides, ou anciennement Clostridium difficile, qui profite justement du fait que les autres bactéries sont tuées, et ça fait une inflammation du côlon qui peut être assez grave, qu'on doit après traiter avec des antibiotiques. Et le meilleur moyen, en fait, pour traiter ça, parce que parfois il y a des récidives, parce que justement la flore n'arrive pas à se reconstituer, c'est de faire quelque chose pour justement reconstituer une flore normale. Normalement, ça passe par une alimentation riche et variée. C'est comme ça de nouveau qu'on se refait la flore. Et parfois, ça ne suffit pas. Donc, il y a un moyen qui vous semble très exotique, ce qui est la transplantation fécale. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Oui. Un peu. Oui, ça veut dire, c'est très compliqué à faire parce qu'il faut chercher une personne qui est en bonne santé, mais ce qu'on fait normalement, on fait plein d'examens pour être sûr que la personne n'est pas porteuse de maladies transmissibles par les selles, ou qu'elle a justement pas de maladies comme l'obésité, parce que ça aussi c'est en lien avec le microbiote par exemple. Et après on prend ces bactéries et on le met dans le côlon de la personne qui a justement ce microbiote tellement perturbé. Et ça marche vraiment de manière spectaculaire. Et de manière intéressante, pour revenir un peu aux moyens un peu alternatifs, ça on faisait déjà en Chine il y a 5000 ans en arrière. Ils savaient bien ce qu'ils faisaient. S'il y avait des gens qui avaient des diarrhées qui passaient pas, ils leur faisaient manger une soupe jaune. Je sais pas, ils s'appelaient ça la soupe jaune. On peut s'imaginer la recette. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qu'en est-il du traitement de la tuberculose? Oui, la tuberculose, ça, c'est quelque chose qu'on a un peu oublié que ça existe chez nous, mais c'est un grand problème au niveau mondial. Je ne connais pas les chiffres par cœur, je sais pas si tu... Mais c'est vrai que ça tue encore des centaines de milliers de gens par année, parce que justement, c'est une bactérie qui a un métabolisme très long, et le traitement, c'est très long par conséquence. Ça veut dire, si c'est un traitement qui est long, c'est difficile pour le patient d'adhérer de manière optimale au traitement. Ça veut dire, il prend les traitements peut-être de manière irrégulière, et après on a justement ce problème qu'il y a des taux qui sont insuffisants. Pas des taux à zéro, mais insuffisantes, et comme ça met justement ces fameuses pressions de sélection. Ça tue pas les bactéries, mais ça le rend résistant. Et c'est un gros problème, parce que c'est une maladie qui est difficile à traiter et qui peut faire des séquelles terribles au niveau des poumons, par exemple. Ça peut ronger des lobes entières des poumons, et effectivement tuer les gens parce qu'on n'a plus de traitement. Je pense dernièrement, on peut quand même dire qu'on a eu le droit d'être un peu optimiste, parce qu'il y a quand même quelques nouveaux traitements qui sont arrivés, qui sont moins toxiques aussi, qui sont moins difficiles ou moins compliqués pour administrer. Anciennement, on donnait beaucoup des traitements par la veine qui sont très toxiques, et pour lui et pour les reins. Ça a pu remplacer. Mais là, je dirais, c'est vraiment un problème au niveau de la santé publique, parce que c'est difficile de prendre en charge ces patients sur 6 mois de temps. Ça, c'est la durée minimale de traitement, mis à part des exceptions chez les enfants. Mais effectivement, c'est ça qui est complexe à faire, parce que c'est une longue durée, avec risque justement de prise incorrecte, insuffisante, et avec développement après des bactéries qui sont quand même relativement facilement transmissibles. Et ouais, ça c'est un gros problème, effectivement, la tuberculose. Surtout que la tuberculose résistante, elle est souvent dans des pays à un faible revenu et puis en développement, et du coup c'est des traitements longs avec des patients qui n'ont pas beaucoup de moyens, et du coup d'avoir un suivi sur aussi longtemps, c'est pas toujours évident. Encore une question? Si ce n'est pas le cas, je vous propose qu'on applaudisse nos intervenants du soir. Et puis on peut prolonger les échanges à l'apéritif. Merci beaucoup.